La France et les Pays-Bas dos à dos, la Pologne éliminée et l'Ukraine qui se relance. C'est le programme d'Euroday épisode 8. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé. Je suis ravi de vous retrouver pour parler encore une fois d'une nouvelle journée d'Euro qui a vu l'équipe de France concéder le nul face aux Pays-Bas pour ce qui était le choc de cette journée. On va prendre le temps d'en parler, mais avant ça, comme d'habitude, je suis là tous les soirs pour parler de l'Euro, donc si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Le petit like, l'abonnement, le commentaire. Et sans plus tarder, parlons donc maintenant de ce match entre les Pays-Bas et la France. Choc du groupe D qui devait définir qui allait finir premier de ce groupe, et ça a accouché du premier 0-0 de cet Euro avec l'équipe de France. C'est dommage pour nous, on peut le dire. Un match qui a une première mi-temps plutôt intéressante avant de tomber dans un faux rythme complet en deuxième mi-temps, on va en parler. Avant cela, l'information importante, c'était que Kylian Mbappé était bien dans le groupe, mais sur le banc des remplaçants, avec son fameux masque, le masque noir évidemment, puisqu'il n'avait pas le droit de porter son masque bleu-blanc-rouge qu'il a porté à l'entraînement, car l'UEFA l'interdit. Et donc Didier Deschamps qui a innové dans sa composition d'équipe avec un ce qui ressemblait à un 4-2-3-1 sur le papier, avec Rabiot dans ce rôle d'ailier gauche, un petit peu faux ailier gauche, comme pouvait l'être Blaise Matuidi lors de la Coupe du Monde 2018. Ça s'est articulé dans un 4-3-3. On verra à la fin de la première mi-temps que dans les positions moyennes, ça s'est plus articulé sur un 3-4-3. On le verra juste après. Sinon, aucun autre changement. Et du côté des Pays-Bas, des changements tout de même. Xavi Simons placé dans un poste beaucoup plus axial. Il laisse son côté droit à Jeremy Frimpong. Et c'est Virman qui en fait les frais au milieu de terrain. Pas de changement sinon. Ake est bien côté gauche, Van Dijk, De Vrij en défense centrale et Verbruggen dans les cages. Un match qui commence tombeau battant puisqu'au bout de quelques secondes de jeu, on va avoir une perte de balle française, incompréhension entre Théo Hernandez et William Saliba. C'est Xavi Simons qui va lancer Frimpong avec sa vitesse qui va arriver vers Mike Maignan. Bon retour quand même de Théo Hernandez, il faut le signaler, qui va empêcher, on va dire, Frimpong de bien frapper. Maignan va quand même la toucher, la mettre en corner, mais ça a donné le ton un petit peu de cette première mi-temps et d'une envie des Pays-Bas d'aller tout de suite vers l'avant, cette envie, ce jeu vertical que l'on connaît des Pays-Bas. Et la France va quand même réussir à passer cet orage de quelques secondes en globalement maîtrisant la première mi-temps, en faisant assez mal aux Pays-Bas qui, en réalité, n'ont eu que très peu d'occasions durant cette première mi-temps. La plus grosse occasion peut-être du match, elle arrive au quart d'heure de jeu. On a Adrien Rabiot que vous voyez pas du tout à gauche cette fois-ci, qui est bien plutôt côté droit, qui va trouver Marcus Thuram un peu en appui. Magnifique remise de Marcus Thuram, on en parlera dans les bilans individuels. Rabiot va se présenter face à Verbruggen. On pense qu'il peut tirer, mais il préfère le donner à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui, sur son pied droit, va complètement se trouer, va toper le ballon par terre. Ballon qui va être donc une occasion ratée pour l'équipe de France. Alors, plusieurs choses à dire. Pour moi, Rabiot, il se retrouve face au but, il a tout le temps pour armer, il doit pas faire la passe en trop. J'ai pensé au début que Griezmann s'attendait pas à avoir le ballon, c'est pour ça qu'il la rate, mais quand on voit le ralenti, on voit bien que Griezmann fixe le ballon comme s'il n'attendait que ça. Donc c'est un peu la faute des deux, même si pour moi la première faute vient de Rabiot qui pour moi doit frapper, il peut pas être devant le but face à Verbruggen et préférer la donner à Griezmann, même si c'est vrai que Griezmann était mieux placé avec devant lui le but vide. Donc première grosse situation française qui est un petit peu l'incarnation du mal français en attaque à concrétiser une domination, à concrétiser des actions. Combien de fois on a vu déjà face à l'Autriche dans les 20 derniers mètres ou dans des duels, notamment Mbappé, on s'en souvient, à l'heure de jeu face au but, qui n'arrive pas à marquer, à concrétiser. Et d'ailleurs, c'était venu le but français d'un contre son camp, c'était même pas un joueur français qui l'a mis, même si ça a été provoqué par Mbappé et une belle percée sur le côté droit. Donc une première grosse occasion française qui, dans la continuité, va amener à une autre occasion avec N'Golo Kanté qui récupère un ballon et qui se projette, qui va centrer en retrait pour Antoine Griezmann, qui va encore une fois frôler le poteau de Verbruggen. L'équipe de France donc qui clairement montre son envie d'aller chercher la victoire, parce qu'on le sait, un match nul entre deux équipes a arrangé tout le monde, avec deux équipes à 4 points, sachant que plus tôt dans l'après-midi, vous le verrez certainement à la fin ensuite de la vidéo, on le verra ensemble, l'Autriche a battu la Pologne avec donc une Pologne éliminée. On est presque sûr avec un match nul que les Pays-Bas et la France seront parmi les meilleurs troisièmes. C'est pour ça qu'on pouvait s'attendre à un match un peu fermé. Mais en premier temps, les équipes vont ouvrir le jeu, et si on va voir des blocs bien compacts, même notamment du côté néerlandais. Une équipe de France qui va avoir globalement la maîtrise du ballon, même si quelques secondes plus tard, on va avoir une action de Codé Gakpo qui sur son côté gauche, la fameuse va revenir intérieur, faire une magnifique rapport roulé qui va être dévié par Mike Maignan qui a fait un plutôt match, qui a rassuré. Il n'avait pas été hyper inquiété face à l'Autriche. Là, il a vraiment eu du travail et on peut dire qu'il a répondu présent. On avait des doutes sur sa condition physique. Le fait est que pour l'instant, Mike Maignan et globalement la défense française rassure plutôt. On n'a pas vu de grosses erreurs, si ce n'est, oui, face à l'Autriche, se rater un petit peu de William Saliba qui a fait écouter un but sur une percée de Wimmer, qui a fait écouter un but pour la France, mais globalement, une équipe de France qui défensivement a des certitudes. On va arriver ensuite à la demi-heure de jeu, on va avoir Jules Koundé qui va magnifiquement lancer Marcus Thuram, qui est pas du tout hors jeu, il est couvert avec une couverture horrible de Vrij, son coéquipier à l'Inter. Marcus Thuram semble avoir le temps pour aller devant Verbruggen, il va voir un beau retour de Van Dijk, mais là Thuram doit faire mieux. Il fait une frappe qui va tuer un pigeon, comme on dit, et là il a pas le droit, il doit, certes c'est un angle fermé, il doit à minima cadrer.
au pire, frapper sur Verbruggen, mais il doit mieux faire que ça. Il a beaucoup d'avance sur Van Dijk, Van accroche bien fort. Thuram tarde trop et voilà, ce manque de confiance du numéro 9, hein, on le sait, c'est la confiance, ça joue beaucoup. Là, Marcus Thuram qui n'a pas le droit de frapper au-dessus. Donc, l'équipe de France, comme je dis, qui a beaucoup d'occasions et qui laisse passer sa chance. Une équipe de France qui, je trouve, a eu une animation hyper intéressante avec. Vous voyez Tchouaméni qui était de retour, j'ai pas donné une composition d'équipe, mais oui, Tchouaméni qui est redevenu titulaire, lui qui avait été blessé et qui avait plus joué depuis un mois et demi, mais il est titulaire dans ce match. Tchouaméni qui en première mi-temps n'a pas pris de risque, qui a joué très bas, limite comme on peut le voir presque troisième défenseur central, ce qui permettait à Théo Hernandez côté gauche de beaucoup plus se projeter, donc de délaisser le côté gauche qu'occupait Adrien Rabiot en phase défensive. Rabiot pouvait donc se réaxer, c'est pour ça que sur plusieurs occasions, on l'a vu assez, notamment sur l'occasion qui a fait amener le but de Rabiot ou de Griezmann, et avec Koundé, Dembélé sur le côté droit, avec un Dembélé beaucoup plus à l'intérieur, même si en deuxième mi-temps, il s'est vachement déporté sur le côté, presque à coller la ligne de touche. Et devant, une permutation entre Griezmann et Thuram dans ce rôle un petit peu de numéro 9, on n'a jamais vraiment su qui c'était. Tantôt Thuram était, on va dire, à l'intérieur du jeu côté gauche, tantôt il était en pointe. Griezmann aussi a parfois joué un rôle de numéro 8. Donc c'était très émouvant, mais j'ai bien aimé cette animation. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre un petit peu de l'animation française en premier temps. Moi j'ai trouvé intéressante, beaucoup plus que face à l'Autriche. Où face à l'Autriche, on avait, je veux dire, certes il y avait eu des bonnes combinaisons, notamment sur le côté gauche, mais je trouvais qu'on avait un jeu beaucoup trop statique, même si c'est dû au bloc autrichien qui était très bas. Là, les Pays-Bas ont quand même pas mal ouvert le jeu par rapport à l'Autriche, même si en fin de match, on verra qu'ils ont bien fermé. Mais donc, une équipe de France plus que convaincante. Une deuxième mi-temps qui va commencer sur un foreign total où pendant 25 minutes, on va se faire chier, il faut dire clairement les choses, où il s'est rien passé, où là justement on sent cet aspect résultat qui joue, où les deux équipes savent qu'avec un match nul, elles sont quasi sûres d'être qualifiées. Et donc, un match qui va pas avoir beaucoup d'allant, même si vers l'eau de jeu, on va avoir un petit peu plus d'envie française, notamment Tchouaméni qui va jouer beaucoup plus haut, qui va vraiment jouer en poste de numéro 8 et qui va ne pas hésiter à claquer des ballons vers l'avant, et ça a amené à peut-être la plus grosse occasion française dans le deuxième mi-temps, c'est cette magnifique action avec Tchouaméni qui va qui va jouer sur Marcus Thuram, qui va dévier pour Dembélé qui arrive dans son dos. Dembélé va battre à la course Ake, le ballon bien dégagé par Ake va revenir sur N'Golo Kanté qui aurait pu frapper, il voit l'appel de Griezmann entre Reinders et Ake, le ballon va être magnifiquement donné pour Griezmann, même s'il est peut-être un petit peu en arrière, et Griezmann là encore va vouloir contrôler le ballon, frapper un petit peu à l'arrache, on sent qu'il est plus sur ses appuis et donc il s'arrache pour frapper. Une frappe trop molle que Verbruggen va mettre en corner. Là encore une fois, l'équipe de France qui passe à côté, et vraiment ça commence, c'est énervant parce que moi, devant ma télé, j'étais là à vouloir vraiment à sauter sur chaque occasion. C'est vraiment frustrant quand on voit ces occasions que l'équipe de France n'arrive pas à convertir. L'équipe de France doit dans ce match marquer 3 ou 4 buts, comme elle aurait dû en marquer 2 ou 3 face à l'Autriche. On en parlera d'ailleurs à la fin sur un petit peu le côté négatif de l'équipe de France, sur ce côté offensif. Déjà, avec Mbappé ou sans Mbappé, parce que sans Mbappé, la France, et ça a été encore le cas ce soir, n'a jamais gagné. Il y a quand même un signe fort que Mbappé, bien qu'on dise sur lui des choses comme quoi il pourrait être trop stéréotypé le jeu, et j'ai envie de dire casser le jeu français, c'est quand même sans lui, on voit que l'équipe de France a beaucoup de mal à marquer. Une équipe de France qui va petit à petit s'endormir, qui va reculer, laisser le ballon aux Pays-Bas, et c'est là que va venir la plus grosse occasion des Pays-Bas. C'est, alors là comme à la fin de Griezmann, c'est un ballon que Reinders va donner à Cody Gakpo. Cody Gakpo va trouver dans l'intervalle Memphis Depay qui va se jouer de mécano un petit peu dos au but. Il va faire une frappe pied gauche qui va arriver sur Maignan qui va super bon la dégager. Ça va revenir sur Xavi Simons qui est libre de tout marquage entre Kanté, Tchouaméni et Griezmann. Il va le reprendre directement pied droit et il va tromper Mike Maignan. But pour les Pays-Bas, 1-0. L'équipe de France va donc peut-être perdre, ou en tout cas devoir beaucoup plus se découvrir. Mais le but va être refusé pour un hors-jeu de position de Dumfries qui aurait gêné Mike Maignan. Alors, si on suit les règles du football, évidemment que Dumfries gêne Mike Maignan puisqu'il l'empêche de s'allonger, mais on voit bien que Mike Maignan, en tous les cas, n'aurait certainement pas eu le ballon. Alors après, c'est le côté théorique et le côté pratique. C'est vrai que, après, si on réfléchit à la règle, personne n'aurait pu prédire que Xavi Simons l'aurait mise comme ça à ras de terre. S'il a mis à mi-hauteur, Mike Maignan aurait peut-être pu l'avoir, et donc Dumfries gêne. Là, en tout cas, on sent que Dumfries, s'il avait été là ou pas là, ça aurait été le même résultat. Le fait est que si on s'en tient aux règles, eh bien, le hors-jeu position existe, et donc l'arbitre va annuler le but. Ça va donc rester à 0-0, et ensuite, on va avoir une équipe de France qui va un petit peu pousser en fin de match, avec l'entrée de Giroud, l'entrée de Coman, dont on avait des doutes sur un petit peu le côté physique, sur ce qu'il pouvait apporter. Eh bien, il a apporté un petit peu on va dire, de fulgurance, ce côté droit, mais ça n'a pas été non plus toujours bien. Et donc, une équipe de France qui va considérer nul 0-0, et les deux entraîneurs, Didier Deschamps et Ronald Koeman, qui peuvent être satisfaits. Ils savent que leurs deux équipes sont presque assurées d'être qualifiées. Tout va se jouer maintenant au dernier match pour qui finira premier, sachant que si l'équipe qui finira première s'ouvre à un tableau beaucoup plus que celui qui finira deuxième, qui lui aura un tableau beaucoup plus compliqué. La France donc affrontera la Pologne, et Ronald Koeman et les Pays-Bas affronteront eux l'Autriche. Donc l'Autriche en plus qui
va devoir à minima faire match nul si elle veut espérer se qualifier par une meilleure troisième, parce qu'avec 3 points, pas sûr que ça passe, avec une différence de but de plus 1, quoique. Ça dépendra des résultats par la suite. Mais donc une équipe de France qui, à l'image d'Antoine Griezmann, comme d'habitude, n'est pas assez clinique dans les derniers mètres. C'est le cas aussi pour les Pays-Bas. On en parlait avant le match que cette équipe des Pays-Bas, dans la surface de vérité, dans la zone de vérité, n'arrive jamais à être clinique. Pour l'équipe de France, ça a encore été plus vrai ce soir. Antoine Griezmann dans les symboles, il a 3 énormes occasions entre le raté en première mi-temps, qui pour certains n'en sera pas un, mais bon, quand même, on sent qu'il peut beaucoup mieux faire. Ça a repris juste après, qu'il passe à côté et se ratait encore en deuxième mi-temps, pardon, sur cette magnifique passe de Kanté. Antoine Griezmann qui, encore une fois, n'arrive pas, alors que ça doit être lui qui doit porter l'équipe de France, et bien n'arrive pas à être assez pesé. Alors il pèse dans le jeu où il organise. On sent que c'est lui qui est un petit peu le métronome de l'équipe de France, qui va créer les décalages, qui va appeler ses joueurs à justement à se déplacer, à faire des appels. On pense notamment à Ousmane Dembélé, mais 2 ou 3 fois, il a perdu des ballons où il a été un petit peu trop nonchalant balle au pied et ça aurait pu coûter à l'équipe de France. Heureusement que le milieu de terrain entre Kanté et Rabiot a fait magnifiquement son travail. Donc Antoine Griezmann qui n'est pas encore vraiment rentré dans son Euro. On est très loin pour l'instant du Griezmann compétition internationale équipe de France, comme ça avait pu être le cas à l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018 ou la Coupe du Monde 2022 où il avait été extraordinaire. Il est encore trop neutre, trop pas assez décisif en tout cas, trop, j'ai envie de dire, bon par intermittence. Parfois il fait le bon choix, parfois il fait les mauvais choix comme on l'a vu dans la séance de réparation. Et plus globalement, c'est le côté offensif de l'équipe de France qui pêche sur le banc, à l'image de Kylian Mbappé qui, pendant d'ailleurs l'ensemble du match, je le voyais un petit peu sur le banc, n'a cessé de donner des consignes, d'essayer de guider ses coéquipiers sur le terrain qui parfois avaient l'air un petit peu perdus entre se découvrir ou être plus conservateurs. Et à ses côtés, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram qui ont eu des matchs un petit peu compliqués, beaucoup plus Dembélé. Thuram, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que face à l'Autriche où j'ai beaucoup aimé son jeu de remis, son jeu de au but, où il a beaucoup travaillé sur la défense centrale des Pays-Bas. Il a notamment fait obtenir à De Vrij un carton jaune, mérité d'ailleurs pour De Vrij, pour une faute qui était grossière. Ousmane Dembélé, ça a été très compliqué. Ousmane Dembélé, ça fait quand même 6-7 ans qu'il est au très haut niveau, mais il y a encore des choses où, sur des conduite de balle, il fait une conduite de balle qui va à 5 mètres en sortie de but alors qu'il prend l'avantage sur son adversaire direct. C'était face à Ake, je crois, en deuxième mi-temps. Ousmane Dembélé qui vraiment est un joueur frustrant parce qu'il fait des différences, il en a fait, mais encore une fois, ces différences, ils ne servent à rien, c'est des différences latérales. Il en a fait 2 ou 3 sur des petits ponts, notamment sur Reinders, il me semble, en première mi-temps. C'est trop neutre pour un Dembélé qui doit être beaucoup plus décisif, on le sait, c'était le cas au PSG. En équipe de France, il a moins ce côté, puisqu'on lui demande avant tout de faire des différences de son côté. Il a été beaucoup plus intérieur en première mi-temps, ce qui a certainement empêché de faire les différences. Quand il était un peu plus reculé, plus sur le côté, je veux dire, en deuxième mi-temps, on sent qu'il a pu plusieurs fois prendre de la vitesse, même si ça n'a jamais été bénéfique, parce qu'il y a toujours soit faire des conduites de balles mauvaises, soit des centres ratés. Les centres, d'ailleurs, petite parenthèse, les centres, combien de centres ou de corners ou de coups arrêtés, et là je parle de Griezmann, ont été ratés du côté de l'équipe de France. On trouve toujours la tête d'un Hollandais, on trouve jamais un joueur français. C'est assez problématique quand même pour une équipe qui a des qualités de la tête. William Saliba ou Upamecano sont quand même des joueurs de tête, même Antoine Griezmann, bon lui il tire les coups arrêtés, mais dans la surface de réparation, il doit être ce joueur capable de marquer. Il a d'ailleurs mis une tête en première mi-temps qui est captée par Verbruggen, c'est Chouamini qui en met une en deuxième mi-temps un petit peu au-dessus. Donc voilà, un côté offensif français, une animation offensive qui, ce soir, a été plutôt bonne, je trouve, malgré l'absence d'Mbappé. En deuxième mi-temps, où vraiment là, c'était un faux match, comme j'ai dit, un faux rythme, mais ça a été horrible à regarder. Mais on a vu une chose intéressante, notamment l'incorporation du milieu de terrain Rabiot-Kanté dans les phases offensives. Kanté qui a fait un match, encore une fois, très bon. Un petit peu moins sauveur défensivement que face à l'Autriche, mais en même temps, il y a eu moins de travail, je trouve, défensif à faire côté français, surtout Rabiot qui faisait ce travail de compensation. Kanté qui s'est vu très offensif et qui a qui ont de plus en plus ce rôle en équipe de France, et c'est pas pour nous déplaire parce qu'il est plutôt bon, même si on sent qu'il n'y a pas cet instinct, on va dire, d'attaquant ou de milieu offensif, parce que plusieurs fois il doit frapper, il fait la passe de trop un petit peu, alors qu'il doit frapper. N'Golo Kanté encore un très bon match, et globalement, l'animation, les 6 de derrière, entre guillemets, entre Rabiot, Kanté et la défense de Hernandez à Koundé, ont fait un très très bon match. Koundé a été très très bon défensivement, où je trouve qu'il a été juste. Il a gagné tous ses duels, il n'a jamais paniqué balle au pied. Il a réussi aussi à se projeter par moments. Alors, ça n'a jamais été des projections comme peut le faire Théo Hernandez, qui d'ailleurs a été assez timide aujourd'hui. Mais Jules Koundé, il joue simple, mais il joue juste. Et c'est plutôt agréable à regarder. C'est agréable d'avoir un arrière droit comme ça. On sait que c'est pas forcément son poste préféré. Mais donc, l'avoir à ce poste-là pour l'instant, il fait un bon Euro. On espère donc que ça va continuer. Une équipe de France donc qui fait match nul, 0-0. Le premier 0-0 de cet Euro. On aurait espéré ne pas en voir.
Ça tombe ce soir face aux Pays-Bas et pour l'équipe de France. C'est un petit peu dommage parce que le début de match avait beaucoup promis, mais au final, le rythme est retombé et donc un 0-0 qui finalement arrange les équipes puisque dans l'autre match de la journée, on a eu l'Autriche qui s'imposait 3-1 à Berlin face à la Pologne. L'Autriche donc qui était très contente de prendre ces 3 points qui lui permettent de rester en vie. Alors avec 3 points et plus 1 de différence de but, il y a moyen qu'ils finissent parmi les meilleurs troisièmes, mais ce n'est pas assuré. Il va falloir attendre les fins de résultats de deuxième journée, les débuts de troisième journée, puisque l'Autriche aura un petit peu d'avance par rapport aux autres groupes et pourra donc déjà savoir si, en fonction, un match nul pourrait les aider à être qualifiés en tant que meilleur troisième. Mais clairement, face à des Pays-Bas qui jouent de manière assez ouverte et où la Pologne a pu poser pression aux Pays-Bas, l'Autriche peut également en poser. L'Autriche qui, voilà, on en parlera dans le classement, aura sa carte à jouer. L'Autriche qui a fait un bon match aujourd'hui face à la Pologne, où pendant le premier quart d'heure, elle a asphyxié la Pologne. On a vraiment vu l'Autriche dont tout le monde parlait, cette Autriche qui presse, qui récupère haut le ballon, qui joue très vertical à la récupération. On essaie de trouver soit Arnautovic en pivot, Arnautovic qui était titulaire et qui a fait plutôt un bon match après sa bonne entrée contre l'équipe de France, ou Sabitzer ou Baumgartner qui après vont pouvoir orienter le jeu sur Moyen, notamment côté gauche, qui lui aussi a fait un bon match après avoir pris le bouillon face à l'équipe de France. Ça a été récompensé au bout de 10 minutes avec un but de Trauner. Ensuite, on a une équipe de Pologne qui a repris l'ascendant, une équipe d'Autriche qui a commencé à reculer et à céder le ballon à la Pologne, qui va être récompensé par un but de Piątek. Lewandowski était encore sur le banc. Lewandowski va cependant rentrer en deuxième mi-temps pour pouvoir aider ses coéquipiers à aller chercher la victoire. Une deuxième mi-temps, pareil, qui est un petit peu partie sur un faux rythme avant que, dans les dernières 20 minutes, on a une Autriche qui reprenne totalement le contrôle du ballon, qui a marqué par 2 fois, par Baumgartner sur une magnifique inspiration d'Arnautovic qui laisse passer le ballon, magnifique fin de corps pour son coéquipier. Arnautovic qui va également marquer sur penalty après une faute de Szczęsny sur Sabitzer qui partait sur le but. La Pologne donc est éliminée avec 0 points d'abord 0 points et en plus dans les confrontations directes une défaite face à l'Autriche qui est la seule équipe qu'elle peut rattraper. La Pologne est officiellement éliminée. L'Autriche, elle, donc comme j'ai dit, l'emporte et va s'offrir une finale face aux Pays-Bas. On en parlera juste après au niveau du classement. Et dans l'autre match de la journée, on a eu l'Ukraine qui s'est totalement relancée dans le groupe E en battant la Slovaquie 2-1. L'Ukraine qui en première mi-temps, encore une fois, fait une première mi-temps très, très, très compliquée. À l'image de ce but, on va avoir Araslin qui part pour faire la touche. Il va donc plutôt la laisser à Anko, mais on sent que ça a été travaillé puisque tout de suite, Anko envoie la touche sur Araslin très proche très proche de la ligne de 6 mètres, qui avait déjà fait l'appel, donc on sent que ça a été travaillé en entraînement dans le dos du défenseur ukrainien. Araslin va la mettre au second poteau sur Schrank, qui avait déjà marqué, on s'en vient, contre la Belgique. Et bien là, il va ouvrir le score pour la Slovaquie. Et c'est totalement mérité, la Slovaquie qui a surdominé après en même temps. On n'a pas reconnu une équipe d'Ukraine, encore une fois, qui pourtant a de la qualité, mais qui n'a pas existé. On a vu encore un Mudryk très 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 mauvais. Toujours le mauvais choix, l'action personnelle avant l'action collective. On a vu également un Sudakov qui lui était plutôt bon. Il faut noter qu'il y a eu 4 changements du côté ukrainien, avec notamment Troubin qui avait remplacé Loulin et Tsigankov qui avait été mis sur le banc, remplacé par Yarmolenko qui avait fait une bonne entrée face à la Roumanie. Troubin qui a longtemps retardé l'échéance avant cette 20e minute, il me semble, où il va y avoir premier but slovaque. La Slovaquie va continuer à imposer son rythme en première mi-temps, pardon. Et en deuxième mi-temps, on va sentir l'Ukraine se rebeller, reprendre de la confiance, avoir des circuits de passe beaucoup plus faciles, des circuits de passe qui se trouvent, notamment Zinchenko qui a beaucoup plus joué offensif, et ça va conduire à l'égalisation ukrainienne avec ce magnifique mouvement. On va voir Sudakov qui va donner à Zinchenko justement qui dédouble, centre en retrait pour, il me semble que c'est Chaparenko qui va, magnifique reprise pied gauche, et bien tromper Dubravka, un but partout. Une Slovaquie qui va arrêter de jouer, qui va avoir de plus en plus de mal à gagner ses duels, avoir la maîtrise du milieu de terrain, qui avait fait sa force contre la Belgique en première mi-temps, et encore une fois en première mi-temps ici, avec notamment le duo Lobotka-Duda qui a fait un très bon travail, encore Skriniar qui était très bon en défense centrale, et l'Ukraine va pousser, va y avoir un poteau de Mudryk sur une très bonne transition offensive, jusqu'au deuxième but ukrainien, une première ligne cassée, ça va arriver sur Chaparenko qui va un petit peu se projeter côté droit, il va lancer dans la profondeur Yaremchuk qui a remplacé Dovbyk, qui encore une fois a fait un match très compliqué. Dovbyk, lui on sent qu'il est vraiment le numéro 9 qu'il faut bien servir pour pouvoir faire des différences, ça a encore été très compliqué aujourd'hui pour lui. Il va y avoir là, pas de hors-jeu, comme on peut le voir, un magnifique contrôle, un petit peu porte-manteau de Yaremchuk qui va ensuite d'un magnifique dessous de pied, de magnifique semelle, et bien tromper Dubravka. Skriniar va tenter de la récupérer pour éviter le but, mais il va vers but. Regardez-moi ce contrôle et le ballon qu'il faut, juste ce qu'il faut pour Dubravka. Dubravka, qui, il faut le dire, n'est pas exemple de tout reproche. On le voit ici sur cette action. Il a envie de sortir et ensuite il commence à reculer, alors que s'il est sorti avec plus de conviction, je pense qu'il aurait eu la balle. Et ça a profité donc à Yaremchuk qui va marquer ce magnifique but. 2-1 pour les Ukrainiens. Ces deux hommes, donc Yaremchuk et Chaparenko, qui ont été les hommes forts de l'Ukraine en deuxième mi-temps. Yaremchuk part
cette capacité à être beaucoup plus dans la construction du jeu que Dovbyk. D'ailleurs, c'est lui qui fait une passe pour Modric sur un poteau ukrainien ou à un partout. Et Chaparenko qui est buteur, passeur décisif. Lui qui avait été déjà, je trouve, plutôt en vue lors de la première de billard face à la Roumanie avant que toute l'Ukraine, de manière générale, s'écroule. Là, les deux hommes forts vraiment de l'Ukraine qui ont pu célébrer ça comme il faut. Ils se relancent complètement dans ce groupe E. On verra le classement juste après. Et donc, voilà, une belle victoire pour l'Ukraine, c'est mérité parce qu'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. La Slovaquie a arrêté de jouer. Ça a failli leur coûter cher face à la Belgique avec 2 buts notamment refusés pour Lukaku pour une position de hors-jeu et pour une main d'Openda. Cette fois, ils l'ont payé cher avec ces 2 buts ukrainiens qui relancent totalement le groupe, on le verra juste après. Et donc, des Slovaques qui peuvent avoir des regrets parce qu'ils avaient le match en première mi-temps. Une maîtrise collective, encore une fois, aboutie où on sentait qu'ils se trouvaient les yeux fermés. Et encore une fois, ils baissent la garde en deuxième mi-temps, ils se font attraper. La Slovaquie, qui en cas de victoire avec 6 points, se serait qualifiée et presque même assuré leur première place. Malheureusement, ils vont devoir attendre demain et le match de la Roumanie et de la Belgique pour savoir où ils en sont dans ce groupe qui est plus que jamais relancé. Puisque, comme on voit sur le groupe E, la Roumanie donc à 3 points et jouera demain face à la Belgique qui, elle, doit absolument gagner pour rester en vie dans ce groupe. Dans ce groupe E, l'Ukraine, la Slovaquie et la Roumanie, donc à 3 points. Les différences de but, on va voir qu'à compteront. L'Ukraine qui, malgré cette victoire, a toujours -2. Donc elle devra à tout prix faire un résultat face à la Belgique lors du troisième match, qui n'est pas gagné, puisque la Belgique, elle, si elle fait par exemple un match nul, elle devra à tout prix l'emporter. Donc ce sera un match hyper intéressant à voir. Ce qui sera intéressant à voir également, c'est demain. Est-ce que la Roumanie sera capable de réitérer la performance qu'elle a fait face à l'Ukraine? Est-ce que la Belgique va pouvoir se réveiller et est-ce que Tedesco va faire une composition d'équipe un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus logique, c'est-à-dire pas mettre Carrasco arrière gauche par exemple, ou bien permettre à De Bruyne de beaucoup plus trouver ses partenaires, que ce soit Lukaku ou Trossard notamment? C'est la question qu'on se posera demain, parce qu'on verra le programme juste après. Et dans le groupe D, donc, la France et les Pays-Bas qualifiés. On ne sait pas encore qui sera premier de ce groupe, ça se posera lors de la dernière journée. La France affrontera la Pologne déjà éliminée et les Pays-Bas et l'Autriche s'affronteront. Eh bien, les Pays-Bas pour maintenir sa première place, ou alors en tout cas aller la chercher, et l'Autriche pour s'assurer une deuxième place et non pas finir parmi les meilleurs troisièmes, ou alors finir parmi les meilleurs troisièmes selon les scénarios qui seront déroulés lors des matchs précédents. Donc voilà, des groupes où alors, un groupe où tout est joué, mais pour les places, on ne sait pas encore comment ça va se goupiller, et un groupe où eh bien, tout le monde peut encore se qualifier. Autant dire que le groupe E, qui sur papier n'était vraiment pas le plus sexy du tournoi, va peut-être le devenir, quand on sait qu'en plus, comme je l'ai dit hier, les matchs se disputeront en même temps lors de la troisième journée. Ce sera hyper séduisant à suivre, en tout cas, on a hâte que ça arrive. En parlant de ce qui arrive, regardons le programme de demain. 3 matchs avec la fin donc de ce groupe E et la Belgique-Roumanie à 21h qui va être un super match, ça c'est sûr. À 15h, la Géorgie face à la Tchéquie, 2 équipes qui ont perdu leur premier match et qui auront à cœur de l'emporter pour encore croire à la qualification. La Géorgie qui avait montré un très beau visage et la Tchéquie qui avait été infâme face au Portugal. Et à 18h, un Turquie-Portugal à Dortmund qui s'annonce exceptionnel. Le peuple turc va encore se déplacer en masse. La Turquie qui avait fait un bon match. Le Portugal qui avait, on va dire, logiquement gagné, mais qui a eu beaucoup de difficultés offensivement à trouver, on va dire, un jeu offensif cohérent et avec des joueurs qui font la différence. On pense à Bardo ou à Bruno Fernandes qui n'avait pas été bon. C'est le choc qu'il faudra suivre demain, vraiment, parce que c'est à ceux qui l'emportent et que le Portugal eh bien, ne finit pas premier du groupe. Attention aussi aux tableaux qui peuvent on va dire, un petit peu changer, et avec ensuite des calculs qui pourront être faits par certaines équipes lors de la dernière journée. Donc, demain, encore une journée qui s'annonce palpitante. Et c'est donc sur ce programme que va se finir cet Euroday épisode 8. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est comme d'habitude. Le like, l'abonnement, le commentaire. Vous connaissez la chanson, comme je le dis. Et voilà, encore une super journée. On espère que demain, ce sera encore le cas. Ça devrait l'être, au vu des équipes qui jouent. J'avoue que ce Belgique-Roumanie et ce Portugal-Turquie qui vont s'enchaîner, ça va être exceptionnel. On l'espère en tout cas. Ça va pas se finir en 0-0 comme on l'a vu avec l'équipe de France et les Pays-Bas. 0-0 qui, je rappelle, est le premier de cet Euro qui, pour l'instant, est magnifique. Voilà donc ce qu'on peut vous dire pour cet Euroday épisode 8. Moi, je vais vous dire à demain pour parler de cette journée qui s'annonce palpitante. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon moi à me regarder. Et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.